Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier la Chambre de commerce franco-brésilienne et plus particulièrement Rosemary Martins de m'avoir invité à partager avec vous ces sujets ô combien importants que nous allons aborder ensemble dans quelques instants. Alors, je voulais juste savoir si ça enregistrait. Est-ce que c'est Oui, bon? c'est enregistré. D'accord, très bien. Alors, pourquoi ces sujets? Donc, effectivement, système de protection sociale, les systèmes des retraites publiques et privées en France. Tout d'abord, parce que le premier constat, c'est que beaucoup de personnes connaissent le poids de leurs cotisations dans leur feuille de paye, mais ne connaissent pas en fait leurs droits et donc ne connaissent pas les garanties dont elles bénéficient. Alors, c'est vrai pour tous ceux qui viennent effectivement de l'étranger, qui sont arrivés récemment, comme beaucoup de nos amis brésiliens, mais c'est aussi vrai pour des gens qui habitent en France depuis longtemps, ou qui y sont nés d'ailleurs, parce que le système, il est très touffu, il est effectivement très complexe. Ok, Euh, Google, stop. Pardon. Non, vous pouvez continuer. C'était une interférence, mais c'est déjà coupé là. D'accord. Et donc, il est complexe à comprendre et souvent, on n'ose pas effectivement l'aborder ou on trouve effectivement des sujets un peu trop rebutants ou sensibles. Alors, vous êtes peut-être vous avez l'impression peut-être d'être face à une forêt un peu inextricable, mais c'est normal. Il y a beaucoup de choses, effectivement, c'est très étendu. Mais moi, je vais vous donner les clés pour vous donner une vision d'ensemble et pouvoir vous y promener voilà, en accompagnement. Alors, mon rôle va être de vous l'expliquer le plus clairement possible et puis de vous donner les informations utiles pour répondre aux questions que vous vous posez sûrement et qui vous donneront aussi envie d'avancer et d'agir tout en acceptant le besoin de conseils et d'accompagnement que je pourrais vous apporter. Voilà. Alors, nous allons commencer directement avec cette présentation. Alors là, on voit effectivement un couple très enjoué. Alors, on verra effectivement que ce couple est surtout très enjoué vers la fin, moins forcément au début, au milieu, mais il aura effectivement des motifs de se réjouir par la suite. Alors, je vais juste ici. Voilà, comme ça. Alors, donc en préambule, la sécurité sociale française comporte 4 branches. Alors, juste avant effectivement de rentrer dans le détail, ce qu'il faut savoir, c'est que pour revenir à l'histoire de la protection sociale française, c'est que même s'il existait effectivement des branches de protection sociale ou des caisses de protection sociale depuis le 19e siècle, depuis au moins la deuxième révolution industrielle, et dans l'entre-deux-guerres, le système tel qu'il existe a été fondé en 1945-46 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il comporte effectivement 4 départements, 4 branches. Donc, la première branche, si ça veut apparaître, voilà, c'est la branche maladie. C'est une branche donc, qui verse en fait des prestations, comme son nom l'indique, en cas de maladie toute cause, également en cas d'invalidité. Donc là, par contre, sous forme de rente. Donc, ce ne seront pas des indemnités journalières, mais des rentes. Consécutivement à la maladie ou pas d'ailleurs. C'est aussi effectivement une branche qui octroie donc des prestations d'indemnité journalière en cas de maternité, qui n'est bien évidemment pas une maladie, et puis également donc des prestations sous forme de petits capitaux en cas de décès. Alors, la seconde branche, ça concerne tout ce qui est activité professionnelle, donc les accidents. Donc les accidents liés au travail, mais aussi les accidents liés aux maladies professionnelles qui ont pu être contractées pendant l'activité professionnelle. La troisième branche, donc on appelle vieillesse, eh bien, ce sont en fait les caisses de retraite, ce qu'on appelle les caisses de retraite. Donc, ce sont effectivement les institutions qui versent les rentes, les pensions de retraite aux personnes retraitées pendant toute leur période de retraite, et également ce qu'on appelle
des rentes de veuvage ou plutôt des rentes de réversion aux personnes qui ont perdu leur conjoint. Donc, on verra un petit peu les modalités ultérieurement de ces versements, de ce que ça peut représenter. Et puis enfin, la quatrième branche, qui est la branche famille, qui, elle, s'occupe effectivement des prestations liées aux personnes handicapées et également aux allocations au logement. Alors, juste une rapide parenthèse. Il y a une cinquième branche qui est en cours de réflexion, en cours effectivement de d'édification, qui sera la branche dépendance, perte d'autonomie, mais qui pour l'instant n'est pas encore sur les rails, qui le sera peut-être à partir de 2022 ou 2025, et qui prendra en charge effectivement le grand âge, selon toujours effectivement des conditions de ressources que l'on verra un petit peu plus loin. Alors, ces grandes branches, eh bien, en fait, elles se subdivisent en fonction de l'activité professionnelle de chacun. Donc, on voit effectivement, il y a 4 grandes catégories. Tout d'abord, la première qui est de loin la plus importante, puisqu'il s'agit du régime général d'assurance maladie, qui regroupe presque 90% de la population, donc très essentiellement en fait, les salariés. Et puis, celle qui va nous intéresser aussi, ce sera effectivement le régime social des indépendants, donc les professions libérales, les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise de façon générale. Voilà. Ce sont ces deux-là. Et puis, à contrario, ben, on laissera de côté les régimes spéciaux, donc liés effectivement à une zone géographique, à un statut donc, de fonctionnaires territoriaux ou nationaux, et puis des micros, on va dire, caisses liées effectivement à des particularités de métiers comme les cheminots ou les notaires. Voilà. Et puis on laissera aussi de côté la partie agricole qui ne va pas, on va dire, nous concerner au premier chef. Alors, si ça veut bien apparaître. Donc ça, c'était la partie prévoyance, protection sociale. Maintenant, on va aborder rapidement à quoi ressemblent les caisses de retraite dans leur ensemble. Donc en fait, il y a 3 niveaux de retraite en France, pour l'instant en tout cas. Donc le premier niveau de retraite, eh bien, c'est le régime de retraite de la sécurité sociale, le régime de base obligatoire, hein, le fameux régime qui a été fondé en 1945. Alors, c'est un régime qui fonctionne par répartition. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, ceux qui aujourd'hui cotisent dans leur activité professionnelle sont en train de payer en fait les retraites de ceux qui sont déjà partis en retraite. Voilà. Donc ça permet quand même d'acquérir des droits. Donc vos cotisations permettent d'acquérir des droits sous forme de trimestre. Et donc à partir effectivement de votre revenu moyen sur une certaine durée de cotisation, ça vous permet effectivement de calculer le revenu sur lequel effectivement vous pourrez tabler quand vous partirez en retraite. Donc on verra effectivement la formule de calcul un petit peu plus tard. Ensuite intervient donc la seconde strate, le second niveau de retraite, donc qui est une retraite complémentaire, donc la retraite donc sécurité sociale, qui elle aussi est obligatoire, mais qui ne fonctionne cette fois-ci que par points. Donc en fait les points sont, comment dire, ce sont en fait vos cotisations qui sont converties en points, voilà, et qui sont effectivement comptabilisées en points dans les caisses de retraite pendant toute la durée effectivement de votre cotisation et qui seront à la sortie reconvertis en rente euros au moment où vous partiez en retraite. Et puis le troisième niveau, vous voyez, donc c'est une forme un peu pyramidale. Le troisième niveau, hein, qui est un peu le chapeau de ces régimes de retraite, qui vient effectivement parfaire l'ensemble du système, c'est la retraite facultative, qui elle se constitue par capitalisation et qui permet en fait d'épargner dans des véhicules d'épargne dédiés et qui permet d'augmenter vos revenus pour que vous ayez suffisamment de revenus à la retraite sans avoir effectivement besoin de l'aide de vos proches, en fait. Voilà. Et que vous ayez tous les revenus que vous souhaitez au moment de la retraite. Alors, en fait, ces régimes sont répartis en fonction de l'activité professionnelle de chacun. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction du métier, de chacun, donc vous êtes répartis dans différentes caisses de retraite.
voici le panorama des régimes de retraite. Alors, tout d'abord, vous avez effectivement les caisses de retraite salariées, hein, qui sont, on va dire, la grande majorité des caisses de retraite. Donc, la CNAV, l'ARCO, plus l'AGIRC. Alors, on verra que tout ça, c'est en train de bouger. Bon, sur le même modèle, effectivement, il y a le régime agricole qu'on va laisser de côté. Et puis, vous avez aussi pour les non-salariés, donc les artisans commerçants, donc la sécurité sociale des indépendants, la SSI, la ex-RSI, hein, qui a changé effectivement en 2019. Et puis, différents noms de professions libérales. Donc, vous avez la CNAVPL pour les professions libérales. Et puis, pour les régimes complémentaires, ça dépend effectivement des professions. On va le voir effectivement sur le slide suivant. Et puis, pour les avocats, sur le focus qu'on fera, donc on voit effectivement que ce soit régime de base ou régime complémentaire, donc il s'agit de la même CNDF. Alors, voici effectivement un échantillon qui n'est pas complet, mais de l'ensemble des caisses qui régissent donc les cotisations, prévoyance et retraite de différents métiers. Donc, nous allons nous attacher à regarder plus particulièrement donc, la caisse des salariés, sécurité sociale, celle également de tous ceux qui sont consultants, architectes, ostéopathes. Il y a à peu près une vingtaine de professions qui sont concernées par la CIPAV et la CNAVPL. Et puis, on regardera aussi rapidement donc, à quoi ressemble donc, la caisse des avocats, la CNBF. Donc, on laissera de côté les experts comptables, les chirurgiens, les médecins, etc. etc. Là, c'est Nice à la Prévert. Alors, avant d'aller plus avant dans le détail, effectivement, de l'organisation des systèmes de retraite et de protection sociale, on va commencer à s'interroger de ce qu'est la prévoyance, en fait, la protection sociale. Donc, la question, effectivement, qu'on peut se poser, c'est savez-vous quelle assurance vous permet de vous protéger à la fois en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et de décès? Eh bien, c'est effectivement la prévoyance. Alors, ces questions, on les retrouve un peu sous cette forme, dans l'ordre ou dans le désordre. Moi, j'aurais tendance à essayer de effectivement leur faire suivre cet ordre suivant. Le premier, eh bien, ce serait de pouvoir vous protéger, vous, déjà en tant que personne, et puis de protéger votre famille, c'est-à-dire votre conjoint et vos enfants. Et puis, aussitôt, ce sera effectivement d'aller protéger votre vie professionnelle, alors soit dans le cadre d'un contrat collectif si vous êtes salarié, sinon dans un cadre individuel si vous êtes profession indépendante libérale. Va se poser effectivement la question des remboursements soins de santé, hein, qu'il faut pouvoir prendre en ligne de compte pour être bien soigné. Et puis, une fois qu'effectivement qu'on a déjà posé ces jalons, je dirais c'est de prendre le temps de préparer bien à l'avance, on va dire, sa retraite pour pouvoir avoir les revenus suffisants le moment venu. Voilà. Et puis en parallèle, de gérer, on va dire, son épargne et de gérer ses projets avec une épargne effectivement parallèle. Donc, il est essentiel d'assurer au présent pour protéger votre avenir, son avenir. Voilà. Alors, les grandes étapes de la vie. Donc, à chaque étape de la vie, en fait, il y a des besoins différents. Mais on va voir qu'en fait, les besoins, ils commencent dès le plus jeune âge. Donc, ça commence dès la plus tendre enfance. Donc, il y a un besoin de protéger déjà ses enfants, de se protéger soi quand on est adulte et qu'on peut être effectivement confronté au risque d'arrêt de travail ou d'invalidité. C'est protéger sa famille en cas d'essai. Donc, si un des conjoints effectivement disparaît, qu'est-ce qui se passe pour le conjoint survivant? Qu'est-ce qui se passe effectivement pour les enfants, hein, pour les revenus du foyer? C'est aussi donc préparer sa retraite dans les meilleures conditions. Et également, ça va venir, et également donc faire face à la dépendance. Alors la dépendance, on va en parler très succinctement parce qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui. En fait, c'est l'invalidité de la retraite, donc liée en fait au grand âge, liée au 4e âge. Mais on voit ici dans ce chronogramme que, en fait, à chaque âge, il y a des besoins effectivement d'assurance qui se font jour. Donc déjà, quand on mène une vie commune, déjà protéger sa compagne, ensuite protéger son épouse, ensuite protéger ses enfants, hein, de la maladie, des accidents, de l'invalidité, protéger également donc son logement,
Hein, si vous faites un prêt, il faut pouvoir effectivement avoir une assurance emprunteur qui permette de faire face effectivement aux aléas de la vie. Et puis une fois que les enfants, on va dire, sont grandis, eh bien, ma foi, il faut effectivement pouvoir sécuriser la fin d'activité professionnelle avant la retraite, et puis ensuite sécuriser la retraite en elle-même avec effectivement les revenus de remplacement nécessaires. Alors, les grandes étapes de la vie, il se met en fait de risques encourus, mais en même temps, se projeter en fait dans ces risques, c'est avoir conscience des risques financiers encourus en cas de coup dur. Et c'est vrai que les chiffres statistiques qu'on a, on ne cherche pas à jouer les cassants, mais font réfléchir. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des risques extérieurs, hein, dès qu'on sort de chez soi, qu'on a des activités diverses et variées, et puis aussi les activités domestiques. Donc on voit effectivement que ça représente voilà, respectivement 20 000 décès par an. Ça représente 32 000 personnes qui peuvent être blessées dans des activités qui paraissent anodines, hein, bricolage, jardinage, ménage, et j'en passe. Et il faut qu'effectivement, ben, on puisse être protégé dans toutes les activités de notre vie quotidienne. Alors ça touche donc, bon, ceux qui sont les plus touchés, donc, ce sont déjà les enfants, puisqu'en fait les enfants souvent ne font pas trop attention et donc ont tendance effectivement à ne pas voir, à sentir la notion de danger et de risque. Donc ce sont les premiers effectivement qui peuvent être en prise avec cet aléa, hein, de risque. Et puis aussi les plus âgés parce que ben, ils ont plus voilà, les capacités physiques nécessaires pour se maintenir en bonne santé. Et donc ben, ces accidents peuvent avoir un coût certain. Donc que l'on soit en invalidité dans la vie professionnelle ou à la retraite, par exemple l'aménagement de sa maison, poser une rampe d'escalier ou réaménager sa salle de bain, on voit que ça coûte quand même plusieurs milliers d'euros. Donc ça représente des budgets importants. Et l'idée, c'est pas forcément de vider son patrimoine pour le faire, mais plutôt effectivement de se réserver une poche financière pour pouvoir faire face à ce cas de coup dur. Voilà. Je parle effectivement également rapidement, et avant de passer à un autre sujet, de la dépendance. Ça concerne effectivement 1 million de personnes. En 2050, ça en concernera 4 millions. Ça concerne aussi 4 millions d'aidants, hein, pour l'instant. Et ça demande des revenus de remplacement importants, puisque effectivement, il faut financer des aides à domicile ou des maisons médicalisées. Et on voit qu'effectivement, ces maisons médicalisées ont un coût très important, hein, puisque ça représente, on va dire, un salaire à plein temps. Voilà. Alors, quel est le meilleur moment pour s'assurer en prévoyance? C'est dès qu'on est informé, dès qu'on est conscient de cela. Donc, assurer votre avenir et celui de vos proches, ça passe donc par l'assurance de ces 3 aléas. Donc, l'aléa principal, donc le premier, le plus immédiat, donc, est l'arrêt de travail. Le second, qui est, on va dire, le plus important. Et puis le troisième, qui arrive un peu moins souvent, mais par contre, qui peut avoir effectivement des conséquences dramatiques pour la famille. Donc, la notion d'aléa, elle est très importante parce qu'en assurance, ça veut dire qu'effectivement, il faut pouvoir être assurable avant que l'aléa intervienne. Dès que l'aléa intervient, vous n'êtes plus assurable. C'est un peu effectivement le syndrome de la maison brûlée. Vous ne pouvez pas assurer votre maison si elle brûle. Et bien là, c'est pareil. Donc en fait, l'aléa peut intervenir dans 1 minute, dans 1 heure, dans 1 an, on ne sait pas. Donc tout l'intérêt, effectivement, c'est que vous puissiez être assuré dans tous les cas de figure et à tout moment. Donc l'arrêt de travail, ce sera de pouvoir bénéficier d'indemnités journalières suffisantes pour protéger en fait votre niveau de vie avec des revenus suffisants pendant 3 ans. L'invalidité, ça va être effectivement de fournir une rente d'invalidité jusqu'à potentiellement 67 ans. Donc si je prends l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, serait invalide suite à une activité sportive, à 35 ans, il se retrouve effectivement en chaise roulante, eh bien, il va falloir effectivement qu'il réaménage de fond en comble sa vie. Et puis surtout, il va falloir qu'il trouve des revenus de remplacement pendant 32 ans, donc 3 décennies. Donc on voit effectivement que ce risque est très important et qu'il faut effectivement le prendre vraiment très au sérieux. Voilà. Et puis en cas de décès,
eh bien, il faudra trouver effectivement soit un capital, soit des revenus de remplacement pour aider les personnes effectivement du foyer, donc soit effectivement sous forme de rente, soit sous forme de capital. Alors, les limites des régimes obligatoires ou du régime obligatoire qui va vous concerner, quelle est-elle quels sont-ils? En fait, le problème des régimes obligatoires, c'est qu'en fait, ils couvrent un minimum. Voilà, ils sont là à minima. Ils couvrent jusqu'à un certain niveau. Alors, ça dépend effectivement de votre salaire. Plus votre salaire est bas et plus mieux vous serez couvert d'une certaine façon par les régimes obligatoires. Mais par contre, dès qu'on commence effectivement à arriver dans des niveaux de rémunération de 3 à 4 000 euros et davantage, on va très vite voir en fait que ces revenus vous protègent peu en fait. Bon, tout d'abord, il y a une franchise qui intervient entre le 4e et 10e jour. Donc, en fait, vous ne serez pas forcément couvert pendant cette période. Et ensuite, les indemnités journalières, donc, vous seront versées au moins jusqu'au 360e jour. Et après, tout dépendra effectivement de votre état de santé jusqu'au 1095e jour. Alors, ne sortez pas vos calculettes, 1095 jours, c'est 3 ans. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'arrêt de travail ne peut pas durer au-delà de 3 ans. Au-delà de 3 ans, on va vite le voir, en fait, il s'agit de la consolidation en invalidité. Alors, le risque de ne pas avoir effectivement de couverture complémentaire au régime Sécu, c'est de piocher en fait dans votre trésorerie, votre patrimoine professionnel ou personnel et de lui faire payer les factures. Ou, dans le pire des cas, d'être à la charge en fait de votre famille. Alors, concernant le risque de l'invalidité, dans quel contexte on peut être invalide? Alors, dans les grands chiffres, statistiquement, on a de grandes chances d'être invalide aux alentours de 49 ans. Ce n'est pas de certitude, c'est statistique. Simplement, on s'aperçoit que dans beaucoup de professions, il existe à peu près, allez, pour une fourchette très large, entre 8 et 15, voire 20% de personnes qui ne terminent pas leur carrière professionnelle parce qu'ils n'en sont simplement plus capables. Voilà. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus. Voilà. Donc, ils sont obligés de s'arrêter en attendant la retraite. Alors, le nombre de bénéficiaires de pension d'invalidité tend à augmenter en France puisque, comme vous le savez, la population française vieillit. L'âge moyen, effectivement, est en train d'augmenter. Et donc, mécaniquement, le nombre de bénéficiaires de pension d'invalidité augmente avec. Alors, les causes de l'invalidité, elles sont de 3 catégories. La première qui peut peut-être vous surprendre, c'est tout ce qui concerne les affections psychiatriques, psychologiques, en fait, dont fait partie le burn-out. C'est lié à nos conditions de travail en entreprise, le stress, la pression qu'on peut nous faire subir ou que l'on se met soi-même, éventuellement. La seconde cause, eh bien, ce sont toutes les affections que l'on appelle lombalgiques, ostéo-articulaires, tous les problèmes de dos liés à notre sédentarité, parce qu'on est de plus en plus comme à travailler dans le tertiaire, assis sur une chaise devant un ordinateur. Et puis la troisième cause, eh bien, ce sont effectivement les différents cas de cancer. Donc la limite des régimes obligatoires en invalidité, c'est la même chose que pour l'incapacité, c'est-à-dire de ne pas avoir les revenus de remplacement suffisants par rapport au régime de base, notamment si vous êtes dans des tranches de salaire au-delà de 2500, 3500 euros. Voilà. Alors comment sécuriser ces revenus, sa trésorerie personnelle ou professionnelle, on le verra un petit peu plus loin. Mais déjà, en fait, cette situation a 4 conséquences majeures. Donc, on vient de les aborder tout d'abord. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si vous n'avez pas de revenus de remplacement complémentaire au régime Sécu, en fait, vous allez avoir une baisse de revenus pendant de nombreuses années, voire décennies, jusqu'à la retraite. Donc, ce qui veut dire que ça va vous obliger à réévaluer votre budget familial, de votre foyer, en conséquence. Ça va vous obliger de réaménager votre habitation si vous êtes propriétaire, avec un impact financier certain et important, ou au contraire la vente si elle n'est pas réaménageable, ou également donc déménager si vous êtes locataire, donc elle n'est plus adaptée, il va falloir vous trouver effectivement un logement aux normes handicap.
Je vais passer rapidement sur le fait que ça oblige à revoir effectivement ces stratégies financières de placement dans des effectivement, placements non risqués. Mais surtout, le plus important, c'est que quand vous êtes effectivement en invalidité, vous ne pensez plus à la retraite de la même façon parce que eh bien, la baisse de cotisation retraite va entraîner mécaniquement une baisse de retraite de vos régimes obligatoires avec des baisses importantes. Alors, on va passer effectivement au troisième risque qui est le décès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a presque 5 millions de personnes qui sont veufs en France, hein, quel que soit effectivement le statut marital. Et parmi effectivement ces populations, eh bien, il y a quand même 90% des veufs de moins de 40 ans qui ont encore un ou plusieurs enfants en bas âge ou en tout cas élevés. Et ça, statistiquement, l'INSEE le démontre, le veuvage est un des risques majeurs de situations précaires pour un foyer, pour le conjoint survivant. Alors, connaissez-vous effectivement les limites du régime obligatoire en cas de décès? Le problème, effectivement, en cas de disparition d'un des conjoints, c'est que le conjoint survivant n'ait pas le salaire, les revenus suffisants pour continuer à subvenir correctement aux dépenses du foyer. Donc, ce qui veut dire ça l'oblige en fait à diminuer ses dépenses pour effectivement arriver à un niveau de dépenses incompressible qui, lui, devra effectivement être financé par le revenu du conjoint survivant et également par rapport au capital d'essai ou les autres revenus en rente qu'il pourrait avoir pour arriver à équilibrer l'ensemble de ses dépenses. Mais on verra effectivement que le capital d'essai qui est donné par la Sécu est très faible et ne permet pas effectivement de rétablir cette situation. Alors, dans le cadre du décès, là, je m'adresse effectivement aux salariés, parce que les salariés ont l'avantage, c'est que leur entreprise ont l'obligation de mettre en place en fait des régimes collectifs, des régimes groupes, pour pouvoir protéger donc les salariés sur ces trois risques. Mais par contre, c'est vrai que sur le décès, très souvent les personnes ne connaissent pas leur garantie d'entreprise. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est comme elles ne connaissent pas leur garantie, elles n'ont pas fait de choix d'option quand il y a un régime option. Donc c'est le choix 1 qui est fait par défaut, mais qui n'est pas forcément le plus adapté à la situation de famille d'un certain nombre de personnes ayant effectivement conjoint et enfants à charge. Et puis, de toutes les façons, ces revenus de remplacement sont largement insuffisants. Donc insuffisants en nombre et en montant. Et quand l'option effectivement est correctement choisie par l'assuré salarié, ça peut être effectivement le choix 2, par exemple, d'une rente d'éducation, il se fait au détriment du conjoint, parce que très souvent, le conjoint, c'est un petit peu la part pauvre en fait, de ces régimes. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un choix cornélien, c'est-à-dire qu'il faut choisir entre l'un et l'autre. Donc, on a tendance effectivement à faire un choix de toute façon par défaut. Donc, quelle est la solution par rapport à cette situation? Eh bien, c'est de faire un état des lieux. Voilà, c'est de faire une sorte de check-up, un bilan, appelons ça comme on veut, des besoins personnels de chacun et familiaux de chacun. Voilà. Et donc, d'évaluer les besoins qui apparaîtraient si effectivement un des conjoints venait à disparaître et de compléter effectivement ces régimes de prévoyance collective par un contrat individuel qui, lui, au moins, vous appartient et est complètement personnalisé. Alors, remarque importante à faire, il faut être bien conscient que les salariés sont couverts tant que l'entreprise, effectivement, alloue ses garanties aux salariés. Si le salarié quitte son entreprise, quelles que soient les circonstances, il perd effectivement le bénéfice des garanties groupes de l'entreprise après une période de maintien de portabilité et il doit donc reconstruire une prévoyance par lui-même. Donc, il fait face à deux risques, en fait. Donc, le risque, c'est s'il ne fait rien, c'est de ne plus être assuré, donc d'avoir de vrais trous d'assurance, hormis effectivement les régimes sécu obligatoires. Et puis, si ça tombe effectivement dans une période où il a des pépins de santé, il peut se retrouver non assurable. Donc, voilà. C'est pour ça qu'effectivement, la couverture prévoyance, c'est une couverture qui doit être maintenue en bon état
de façon permanente. Alors, comment envisager de financer les études de ces enfants dans le cadre effectivement de la disparition d'un des conjoints? Ça, c'est là. Alors, pardon, je reviens en arrière. Voilà. Hop, ici, ça apparaît doucement. Hop. Non, ça passe un peu vite. Voilà. Donc, par une rente éducation. Donc, la rente éducation, un petit peu de mal. Voilà. La rente éducation, donc elle, en fait, elle a pour objectif de sécuriser l'avenir financier de vos enfants par le versement d'un revenu régulier, qui soit trimestriel ou mensuel, pour pallier la baisse de revenus et financer l'éducation et l'étude de vos enfants donc, en cas de disparition d'un des conjoints. Donc ça leur assure donc, cette rente tant qu'ils sont, on va dire, en phase effectivement d'études, c'est-à-dire potentiellement jusqu'au 26e anniversaire. Alors la rente d'éducation, elle peut être souscrite par l'un ou l'autre des parents, ou les deux. Et si les deux parents travaillent, ben, mieux vaut à ce moment-là souscrire chacun son propre contrat. C'est ce qu'on appelle en fait la protection croisée. Voilà. Après, bien sûr, ça dépend de la définition des enfants à charge hein, pour certaines situations, mais dans la plupart du temps, comme la définition de l'enfant à charge est quand même relativement large, en général, voilà, la quasi-totalité des enfants sont concernés par cette rente éducation. Alors, du côté des enfants, quel est le budget à prévoir pour une rente éducation? Un enfant de plus de 18 ans qui fait des études supérieures aura besoin d'un budget moyen de 18 000 euros par an. Donc, entre effectivement les frais de scolarité, de prépa, d'école de commerce, d'ingénieur, voire d'université à l'étranger, et d'hébergement, plus effectivement les frais de bouche, on arrive effectivement à des montants importants à financer. C'est pour ça qu'il ne faut pas mésestimer cette garantie, parce que, eh bien, sur plusieurs années, ça représente des sommes très, très importantes. Alors, par rapport effectivement à ces problématiques de prévoyance, donc plusieurs typologies. Alors, là, effectivement, on met l'accent, l'éclairage sur 5 ou 6 cas, on va dire, sur lesquels il faut avoir une attention particulière. Tout d'abord, ce seront les pacsés et puis les vies maritales, donc les concubins. Pourquoi? Parce que les pacsés, en fait, ont moins de droits que les gens mariés. Ce n'est pas le même statut. Donc, ils n'ont pas de réversion possible en cas de retraite. Donc, c'est-à-dire que si effectivement le partenaire pacsé disparaît, ils n'auront pas de réversion. Donc, il va falloir qu'ils comptent uniquement sur leur rente de retraite. Alors, la solution, ce sera mettre en place soit un capital viager jusqu'à, par exemple, 75 ans, ou une rente de conjoint hein, jusqu'au moment de la retraite pour protéger la fin d'activité professionnelle. Se pose aussi ce qu'on rencontre très souvent, les couples revenus asymétriques. Voilà, par exemple, monsieur travaille et ramène effectivement au foyer 100% des revenus ou 2/3, 3/4 effectivement des revenus. Madame ne travaille pas ou travaille à temps partiel et donc ne ramène qu'un quart ou un tiers des revenus. Donc, résultat, si monsieur disparaît prématurément, eh bien, madame va se retrouver dans de grandes difficultés financières pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer et aussi des enfants. Donc, voilà, un des cas très, très importants, effectivement, que l'on rencontre très, très souvent. Ensuite vient le locataire, donc il est le locataire de son appartement. Par contre, s'il devient demain en invalidité, bien, il n'aura plus les moyens de devenir propriétaire parce qu'il n'aura plus les moyens, il aura plus les revenus suffisants pour déménager. Donc, ça va devenir un problème. Il va falloir qu'il trouve un appartement aux normes, mais sans revenus, sa situation va devenir passablement compliquée. Ensuite vient effectivement les cas de figure divorce, famille monoparentale, où là, il va falloir effectivement sécuriser l'avenir des enfants, donc redoubler d'efforts, on va dire, financiers, par la mise en place d'une rente éducation. Et puis, pour les familles recomposées, là, va se poser plutôt des questions d'ordre successoral, où il va falloir mettre en place en fait des capitaux d'essai avec effectivement la rédaction
de clauses bénéficiaires en cas de décès un peu aux petits oignons, qui permettent effectivement d'apporter plus d'équité entre les enfants. Alors, nous allons passer, on va faire un petit focus donc, sur les indépendants. Donc, comment protéger son activité? Alors, pour les indépendants, profession libérale, chef d'entreprise, c'est très important de protéger son activité. Donc, c'est même un enjeu majeur pour les indépendants. Donc, que l'on soit fleuriste, traiteur, avocat, médecin, agent immobilier, peu importe. On s'aperçoit que 70% dans les mois qui suivent. Donc, on a une incidence certaine, effectivement, sur le devenir professionnel. Et puis, on voit qu'en 2018, les dommages aux biens des professionnels ont représenté par jour plus de 2300 sinistres à l'année. Donc, on voit qu'on ne parle pas effectivement d'un épiphénomène. Donc, chaque profession a besoin effectivement de réponses, de besoins spécifiques. Donc, il est important effectivement que chaque profession ait un accompagnement personnalisé et d'un contrat sur mesure. Alors, donc l'ARC professionnelle, elle est indispensable, c'est même une obligation pour certains, mais pour ceux pour lesquels effectivement ce n'est pas obligatoire, elle permet effectivement l'indemnisation de dommages causés par une entreprise à un tiers, à des tiers. Donc ça peut être des clients, des partenaires commerciaux, des salariés, des concurrents. Donc problème de produits invendus, défectueux, défaut de conseil, retard de livraison, manquement contractuel. Donc toutes ces situations peuvent aboutir à des procès, à des procédures et des condamnations à d'importants dédommagements. Donc la RC Pro, elle est là pour couvrir ses frais. Voilà. Certains professionnels donc, ont ces obligations. Mais par contre, ceux qui ne l'ont pas doivent être conscients que des risques dont vous pouvez être victime et que vous suscitez doivent être protégés. Et même si vous travaillez à votre domicile, dans votre salon, vous êtes consultant, vous devez avoir une RC professionnelle qui vous protège dans votre activité. Ça, c'est vraiment le premier filet de sécurité auquel penser quand on monte son activité. On démarre son activité. Alors, si j'arrive à passer. Donc on va revenir aux salariés, sur le régime général du secteur privé des salariés. Alors les salariés on a vus, ils bénéficient le plus souvent d'un contrat groupe. Donc le contrat groupe, en fait, il est mis en place par l'entreprise. Alors l'entreprise, elle a des obligations qui viennent en fait de la loi, puis des accords de branche de son secteur d'activité, et qui en découle également donc d'une convention collective qui régit, on va dire, un certain nombre de facteurs de la vie professionnelle de l'entreprise. Et donc, elle ne fait pas ce qu'elle veut, elle est obligée de suivre ces conventions collectives, en tout cas les minima des conventions collectives, pour pouvoir mettre en place ces régimes groupes. Voilà. Et puis, au niveau de l'assuré, une prévoyance individuelle. Donc l'assurance individuelle, elle est facultative. Elle peut venir effectivement en complément de l'assurance collective. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est un peu le chapeau qui vient effectivement finaliser, on va dire, le filet de sécurité de la prévoyance. Donc il n'y a pas d'opposition entre les deux. En fait, le collectif et l'individuel et le collectif sont complémentaires. Voilà. Alors, ce qui est important, effectivement, dans l'assurance individuelle, c'est qu'elle est vraiment sur mesure et qu'elle vous permet d'être propriétaire de vos garanties. C'est-à-dire que vous pouvez les adapter comme vous le souhaitez à tout moment, tant qu'effectivement vous êtes en bonne santé. Voilà. Ça, c'est un petit de 1947 pour les cadres, mais on ne va pas s'étendre davantage sur cette partie. Alors, les employeurs, en cas d'arrêt de travail, ils ont une obligation de maintenir ce qu'on appelle, donc c'est la loi de mensualisation, donc en fait de maintenir le salaire pendant une certaine durée en fonction de l'ancienneté des salariés. Voilà. Donc, ce qui veut dire que certains salariés ont des droits plus élaborés que ceux-ci, qui sont les droits, on va dire, de base. Si leur convention collective, par exemple, ou leur accord d'entreprise, ou leur accord de branche sont plus généreux.
Donc, ça veut dire qu'il y a un maintien de salaire voilà, pendant entre 30 et 90 jours en fonction à partir du 8e jour, en fonction de l'ancienneté de chacun. Alors, voyons le petit schéma. Donc, il y a une franchise sécurité sociale donc, qui dure 4 jours en cas d'arrêt de travail pour le salarié. Il y a un maintien de sécurité sociale. Donc, en fait, c'est 50% du salaire mensuel moyen voilà, qui va donner aux environs de 1150, 1250 euros selon les cas de figure aux salariés. Et ensuite, eh bien, interviendra soit le maintien de salaire partiel ou quasi total de l'employeur en fonction effectivement des contrats collectifs dont on a parlé précédemment. Le problème de ça, c'est que certains contrats collectifs font l'impasse sur la couverture d'assurance au-delà de 365 jours. C'est-à-dire que si vous êtes classé en affection longue durée, c'est-à-dire en fait en longue maladie, une maladie chronique, au-delà d'un an, eh bien, vous n'êtes pas sûr de conserver les garanties de votre contrat collectif qui ne le prévoit peut-être pas. Donc, il faut prévoir effectivement une couverture pour la perte de revenus en l'absence effectivement de cette couverture contrat groupe. Une couverture donc individuelle. Pareil pour l'invalidité. Donc, vous avez effectivement des calculs que vous voyez ici pour le régime général de base, Sécu. Après, vous avez la garantie de prévoyance collective de votre employeur qui couvre jusqu'à, ça dépend des fois, entre 60 et 80% de votre salaire, mais le reste n'est pas couvert de toute façon. Donc, ça veut dire que pendant de nombreuses années, il va falloir effectivement trouver une couverture qui permette de faire en sorte que vous ne perdiez pas 1 euro de vos revenus d'avant invalidité. Voilà. Sachant qu'il y a plusieurs types d'invalidité qui sont effectivement listés en bas. Il faut savoir par exemple que l'invalidité première catégorie est souvent très mal indemnisée. Ne prévoit pas d'indemnisation en dessous de 33% d'invalidité. Et au-delà, souvent, c'est une indemnisation qui est quand même assez minimale et qui ne permet pas, on va dire, de faire face, on va dire, à la perte de revenus totale dont vous êtes victime. Donc, la conséquence de ça, au niveau des capitaux, par exemple, c'est par exemple, la Sécu ne vous donne, en cas de décès, que 3 400 euros, donc pour le décès d'un conjoint. C'est même pas, on va dire, ça finance même pas les frais d'obsèques. Ça ne permet pas d'équilibrer, on va dire, les dépenses du foyer. Donc, les dépenses du foyer sont là, vos revenus sont là avant le décès, mais après le décès, effectivement, il n'y a rien ou presque rien à part les revenus du conjoint, et il faut arriver à pouvoir mettre quelque chose dessus, donc c'est-à-dire une rente de conjoint et une rente éducation si vous avez des enfants. Et ici, de rajouter un capital d'essai qui permette effectivement de rééquilibrer, voilà, on va dire le poste actif-passif, voilà, ressources, dépenses. Alors, petit focus sur la caisse CIPAV pour les consultants indépendants, les ostéopathes, les architectes et compagnie. Alors, pourquoi avoir pris, si ça veut bien défiler, voilà. Alors, je vais revenir dessus. Voilà. Sur l'arrêt de travail, pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce qu'il y a des caisses qui n'indemnisent pas ou très peu l'arrêt de travail. Donc, c'est le cas de la CIPAV, par exemple. Si vous êtes en arrêt de travail avec la CIPAV, pendant 3 ans, eh bien, vous n'avez aucune indemnisation. Ce qui veut dire qu'il faut que vous vous débrouillez tout seul. Donc, pour organiser effectivement vos garanties. Parce que 3 ans en perte de revenus, je peux vous affirmer que c'est une perte de plusieurs dizaines de milliers d'euros de ressources en salaire cumulés. Donc, c'est effectivement une somme très importante. Donc, il faut pouvoir rajouter des indemnités journalières toutes causes pendant 3 ans, et puis aussi penser à mettre en place une garantie des remboursements des frais professionnels. Parce que si vous êtes en arrêt, vous n'allez pas liquider pour autant votre entreprise, votre activité professionnelle, vous allez la mettre en sommeil. Et donc,
il vous faut une garantie qui vous permet de payer vos loyers professionnels, de payer vos collaborateurs, ses charges, vos charges à vous et toutes dépenses inhérentes à votre activité professionnelle. Donc, idem pour la partie invalidité. La CIPAV donne une rente d'invalidité, mais on voit bien qu'elle est très faible, surtout que la plupart des gens pas très au courant des cotisations vont plutôt cotiser en classe A. Donc, ça ne va pas leur donner effectivement des gros montants d'invalidité, surtout quand ils démarrent leur activité. Et donc, il va falloir effectivement prévoir des garanties qui permettent de protéger aussi la totalité de leurs revenus d'avant invalidité jusqu'au moment de la retraite. Pour les avocats, c'est un petit peu mieux parce qu'effectivement, il existe des indemnités journalières qui sont prévues, sauf que par rapport aux revenus moyens des avocats, déjà, il y a des franchises ici qui ne sont pas toujours prises en compte pour, on va dire, payer l'arrêt de travail des avocats, mais surtout, c'est que pour des honoraires effectivement très importants d'avocats, eh bien, effectivement, ils ne sont couverts que sur on va dire au mieux une moitié de leur revenu, voire un quart, un tiers. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, même schéma que pour la CIPAV, il faut des indemnités à hauteur, on va dire, de leur revenu d'avant arrêt de travail et une garantie remboursement des frais professionnels qui permettent effectivement de mettre en sommeil leur activité dans les meilleures conditions. Alors, en invalidité, eux auront besoin également d'un capital d'invalidité partielle et totale, qui aille au moins jusqu'à la retraite, voire au-delà de la retraite, et aussi un capital de réadaptation. Alors, le capital de réadaptation, on pourra aussi le proposer à d'autres situations, d'autres professions. Simplement, c'est qu'il va falloir peut-être qu'ils réaménagent l'ensemble de leur environnement pour soit continuer leur activité professionnelle, simplement continuer à mener une vie normale personnelle. Alors, on va passer effectivement à la retraite. Donc, comment envisagez-vous la retraite après avoir envisagé la prévoyance? Eh bien, déjà, de connaître le système des rentes de retraite du régime obligatoire. Donc, voilà la formule magique du système de retraite de type CNAV et à peu près identique ou équivalent sur la quasi-totalité des caisses de retraite avec certaines particularités. Donc, en fait, pour calculer donc, votre retraite, il va falloir prendre votre salaire annuel moyen sur les 25 meilleures années, mais qui malheureusement va être plafonné au plafond annuel Sécu, donc c'est-à-dire 41 136 € pour 2020. C'est un plafond évolutif dans le temps, qui sera multiplié par un taux donc, de 50%, qui sera acquis soit à 67 ans ou au moment où vous acquérez donc, la totalité de votre trimestre nécessaire pour partir. Donc, on va mettre dans la balance ici la durée d'assurance au régime général. Donc, c'est tous vos trimestres que vous avez acquis par vos cotisations, mais également les trimestres assimilés. Alors, les trimestres assimilés, ils sont ici. En fait, ils sont assimilés soit par les périodes de maladie, d'accident du travail, de maternité, de congé parental, d'invalidité, de service militaire et de chômage. Et puis ici, on va mettre la durée d'assurance maximum. Alors celle-là, on va voir juste après, qu'elle varie en fonction de votre date de naissance, de votre âge. En fait, elle n'est pas la même, effectivement, si vous êtes né en 1950 que si, effectivement, vous êtes né en 1973. Et puis, on va pouvoir ajouter dans le calcul, on va dire des majorations pour enfants U ou élevés ou adoptés, avec aussi majoration potentielle si vous avez un enfant handicapé. Donc là, il y aura une majoration de l'allocation forfaitaire sur la pension plafonnée. Que dire d'autre par rapport effectivement à ce système? Eh bien, si vous partez avant votre âge minimum, admettons que vous deviez partir à 65 ans, voilà, par rapport à votre date de naissance, eh bien, ça veut dire que si vous voulez partir plus tôt, vous allez avoir un système de décote. C'est-à-dire qu'effectivement, on va vous retirer de la rente de retraite pour vous inciter à rester plus longtemps en fait, dans le système. Donc, c'est un système désincitatif.
pour partir trop tôt, entre guillemets, à la retraite. À l'inverse, vous pouvez très bien rester plus longtemps que nécessaire. Par exemple, si vous devez partir à 65 ans et vous décidez, vous êtes très bien au travail et que vous voulez partir au travail qu'à 70 ans, eh bien, vous pouvez rester effectivement en cotisant de 65 à 70 ans et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un bonus chaque année de 5% qui sera cumulable avec effectivement donc 5 années de bonus maximum, donc 25% de majoration de rente de retraite à partir de 70 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, vous avez un cas de figure alternatif. Donc, c'est la possibilité donc, de partir en retraite à 65 ans, hein, si vous devez partir à 65 ans. Et par contre, une fois que vous avez liquidé donc votre pension de retraite et établi la rupture de contrat de travail avec votre employeur, c'est de continuer une activité professionnelle, soit salariée, soit indépendante, tout en cumulant effectivement emploi et retraite. Alors, par rapport à cette situation, moi, j'inviterais effectivement à toute personne qui a plus de 34-35 ans de demander donc un bilan auprès effectivement de sa caisse de retraite. Ça, vous pouvez retrouver avec vos accès Internet directement ce type de demande pour pouvoir regarder déjà si le système a pris en compte tous les trimestres cotisés depuis le début de votre carrière ou depuis que vous êtes arrivé en France. Et puis, pour vous donner au moins une idée indicative, même un peu, on va dire, grossière, du niveau de retraite que vous pourriez avoir avec la photographie d'aujourd'hui. Parce que, bien évidemment, ce dont on est en train de parler, c'est la photographie d'aujourd'hui. Ce n'est pas effectivement l'évolution du système dans 30 ans. Alors, voici le tableau en question. Donc, on voit bien que si vous êtes né en 1952, en fait, il va falloir que vous cumuliez 164 trimestres. Voilà. Et par contre, si vous êtes né en 73, il va falloir que vous cumuliez 172 trimestres. Donc, on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, on demande aux personnes de partir de façon différée en retraite pour laisser le temps au système de pouvoir constituer suffisamment de réserves de retraite pour continuer à payer en fait les retraites de base. Donc on voit que c'est tendanciel et qu'à mon avis ça va se prolonger dans le temps et on va très vite voir pourquoi, parce que la situation actuelle oblige effectivement les pouvoirs publics à prendre des décisions de cette nature. Alors, une fois qu'on a parlé des rentes de retraite, on peut parler des rentes de réversion. Voilà. Donc, les rentes de réversion, point important, ne vont concerner que les couples mariés. Comme on l'a dit précédemment, les concubins et les pacsés ne sont pas concernés par cette rente de réversion. Donc, il y a un certain nombre de conditions pour pouvoir effectivement bénéficier de cette rente de réversion. Elle est de 54% sur le régime de base sécu. Par contre, elle est de 60%, sauf pour les agriculteurs, pour les régimes complémentaires, donc salariés, artisans, commerçants, professions libérales. Donc, elle est donc versée au conjoint, singulier ou pluriel, et au prorata des durées de mariage. Voilà. Et les âges ne sont pas tout à fait les mêmes selon qu'on est cotisé à l'ARCO et à l'AGIRC. Je ne vais pas rentrer effectivement dans les considérations de ressources pour les commerçants artisans, ni effectivement les spécificités pour les professions libérales. Tout ça, en fait, va être harmonisé. C'est-à-dire que dans le cadre de la future réforme des retraites, normalement, il ne devrait plus avoir qu'une seule réversion. Mais comme les choses ne sont pas encore décidées au final, je ne peux pas en parler de façon certaine. Alors, slide suivant, s'il veut bien arriver. C'est un petit peu lent. Je suis un peu lourd. Est-ce que ça vient ou pas? Hop. Oui, c'est le bon. Alors, quelles sont les conséquences de l'allongement de la vie sur le système de retraite? Donc, le problème du système de retraite par répartition, eh bien, c'est qu'il fonctionne bien tant qu'il y a des actifs pour le financer. Donc, dans les années 60, ça ne pose aucun problème, puisqu'on avait 4 actifs pour financer un inactif, un retraité. Donc, tout allait bien. Et puis, les choses ont commencé à se gâter en 2012, parce que, ou même avant,
parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on a moins de actifs pour financer un retraité. En 2030, ça va continuer à baisser et on estime qu'en 2050, il va y avoir en fait un actif pour financer un retraité. Donc on voit effectivement que le système par répartition arrive un petit peu en bout de course. Donc on arrive au bout de la logique en fait de ce système par répartition qui a l'obligation de se transformer de toutes les façons. Voilà. Donc on voit que c'est un système qui représente beaucoup de monde, hein, puisque ça représente presque 16 millions de personnes, et il faut trouver 308 milliards d'euros chaque année pour le financer. Donc on voit qu'effectivement les enjeux sont quand même très importants. Petit focus au passage, nous vieillissons et nous gagnons aussi un trimestre d'espérance de vie chaque année. Ce qui veut dire qu'à la fin de notre vie, eh bien, nous allons vivre 5 ans, 7 ans, peut-être 10 ans de plus que nos aînés, que nos parents. Donc c'est ça aussi le problème du système par répartition, c'est qu'en 1960, il finançait 10 ans de retraite pour les personnes qui en bénéficiaient. Aujourd'hui, il va falloir financer entre 25 et 35 ans, voire peut-être davantage. Donc voilà le gros enjeu futur pour le système de retraite de base et aussi complémentaire qu'on va voir tout de suite. Alors, l'actualité de 2019, c'est la fusion enfin définitive des caisses Arco et Agirc. Ça faisait longtemps qu'elles s'étaient rapprochées, mais n'avaient jamais complètement fusionné. Alors, qu'est-ce que ça va changer en fait pour les salariés? Pas grand-chose, en tout cas rien pour les non-cadres. Par contre, pour les cadres, ça va être une augmentation des cotisations à charge pour les salariés cadres. Et puis, ça va aussi démonétiser leurs points en fait, à Agirc. En fait, en gros, les cadres vont financer la solidarité financière pour payer, on va dire, les retraites des non-cadres. Voilà, c'est une sorte de péréquation qui va se faire au détriment des cadres. Ce n'est pas la première et je pense que malheureusement, ce ne sera pas la dernière. Donc, le constat de ça, c'est qu'en fait, seuls 2 tiers des cotisations servent à acquérir des points en vue de votre retraite. C'est ça donc la mauvaise nouvelle. Et c'est ça en fait aussi la fusion pénalisante de l'ARCO et de la GIRC, puisqu'en fait c'est une fusion qui se fait au détriment quand même des intérêts des salariés cotisants. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le cadre effectivement de cette fusion de 2019? Ils sont en train de mettre en place un bonus-malus. Donc pareil, en fait, un système de désincitation à partir trop tôt en retraite. En tout cas, à partir à l'âge où vous avez, entre guillemets, vos droits à la retraite. Donc, si vous partez à 62 ans, ben, vous allez effectivement avoir moins 10% temporairement pendant 3 ans. Par contre, si vous partez effectivement un an plus tard, bon, c'est neutre. Donc, en fait, le système va commencer à être vertueux à partir de 64, puis 65 et 66 ans, où là, on va vous donner respectivement 10, 20 ou 30% en plus pendant effectivement un an pour vous inciter à partir plutôt en 64 et 66 ans. Alors bien évidemment, les travailleurs non salariés qui ont cotisé à l'ARCO-LAGIRC vont aussi se voir appliquer le bonus-malus. Alors le constat de tout ça, c'est que les montants de retraite ne cessent de baisser tendanciellement et ça ne va pas s'arrêter. Donc, 80% des actifs pensent que leurs retraites seront insuffisantes, et ils ont raison de le penser. 50%, donc c'est la baisse moyenne des revenus sur la totalité, on va dire, de la population active. Et 15%, donc c'est la prévision de diminution qui devrait toucher le taux de remplacement à horizon de 2050. Donc ça veut dire que sur les ici taux de remplacement actuels, donc de 2020, eh bien, vous allez perdre encore 15% en fait par rapport à vos derniers revenus d'avant départ en retraite. Alors, ceux qui sont les moins touchés, ben, ce sont effectivement ceux qui ont des salaires qui sont effectivement dans l'échelle des salaires plus bas. Donc, eux peuvent encore partir aux alentours de 70%, mais on va très vite s'apercevoir qu'ils vont commencer effectivement à partir avec 60% ou en dessous. Les commerçants qui sont déjà à 50, hein, donc ils vont partir avec 40%. Les cadres qui sont aujourd'hui plutôt aux alentours de 50%, voire en dessous. Les cadres sup
qui sont plutôt entre un gros tiers et 40 et quelques pourcents, et puis les professions libérales qui sont largement impactées par cette situation. Donc, on va voir effectivement très rapidement ce qu'il en est, par exemple, pour les cotisants de la CIPAV. On voit bien que pour la CIPAV, ça devient dramatique parce qu'effectivement, selon l'échelle des revenus, vous partez en gros avec un tiers, à peine un gros tiers, effectivement, de vos derniers revenus. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vous constituer une épargne retraite digne de ce nom pour pouvoir arriver à avoir les revenus d'emplacement que vous souhaitez à la retraite, que vous ne manquez de rien. Pareil pour les avocats, si j'arrive à passer ici. Donc les avocats, au fur et à mesure effectivement qu'on monte dans l'échelle des salaires, on se retrouve sur des revenus de remplacement d'un tiers, grosso modo, ou d'à peine. Donc un besoin effectivement de rente de retraite très important à la retraite. Et je souligne qu'effectivement, la retraite, c'est un moment qui dure longtemps. Donc il va falloir effectivement trouver des revenus pendant quand même presque un tiers de votre vie. Alors, juste rapidement, le projet de réforme des retraites qui aujourd'hui est à l'arrêt prévoit quand même de fusionner l'ensemble des régimes professionnels pour mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Donc, fini effectivement les 25 meilleures années pour les salariés, c'est-à-dire un point cotisé en tant que stagiaire rémunéré vaudrait la même chose qu'un point rémunéré à la fin de votre carrière professionnelle. Ce qui veut dire que ça va aplatir la moyenne des salaires moyens des salariés. Et donc, c'est ça qui explique que vous allez peut-être perdre 10 à 15% en moyenne de vos rentes de retraite, puisque effectivement, ça va vous rapporter moins de cotisations que quand vous achetiez des trimestres avec le système actuel. Et puis, ce qui va se passer surtout, c'est pour effectivement les cadres sup ou professions libérales avec des hauts salaires, c'est le plafonnement des cotisations à 3 plafonds de sécurité sociale. Donc, ce qui veut dire que ça va créer en fait une dégradation accélérée du taux de remplacement, donc des rentes de retraite par rapport aux derniers revenus connus pour ces professions. Donc, il va falloir effectivement qu'elles mettent en place un système chapeau plus important que ce qu'ils auraient pu faire sans la réforme de retraite. Voilà. Et puis, il y aura un âge pivot de départ à la retraite qui sera décidé, qui sera à mon avis un âge pivot mobile, qui va déplacer progressivement l'âge moyen de la retraite de 63 à 64 ans, puis 65 et 66, 67. Je rappelle à toutes fins utiles que l'âge moyen de la retraite en Allemagne, c'est 67 ans. Voilà. Et que beaucoup de gens partent entre 67 et 70 ans. Donc, ce projet de retraite sera peut-être finalisé d'ici fin 2021 et pour but d'être mis en place, on va dire, à horizon de 5 ans, donc vers 2025. Donc, ce qui veut dire effectivement, au-delà de 2025, eh bien, les personnes seront concernées. Voilà, en fonction de l'âge, le nombre d'années financées à la retraite. Donc, on voit effectivement que c'est très important. Donc, ça varie entre 29 et 32 ans. Mais ça, c'est la photographie du moment. Cette photographie va continuer à augmenter. Voilà, que vous soyez un homme, une femme, et selon votre âge. Donc, on voit que financer un tiers de sa vie avec des revenus de remplacement, c'est un sujet extrêmement sérieux qu'il faut prendre en considération très en amont. C'est-à-dire que ceux qui vont partir en retraite, il est vraiment temps de s'en préoccuper. Et par contre, ceux qui sont en début de carrière professionnelle, il faut en fait le mettre en place dès le départ parce qu'on n'aura pas trop de 30 ou 40 ans pour le faire dans de bonnes conditions. Alors, le temps est le seul paramètre qui se consume. Ça veut dire que si vous repoussez donc, votre décision d'épargner d'un an, vous avez 45 ans, vous êtes à 20 ans de la retraite à peu près, si vous dites, bah, c'est pas grave, je reporte l'année prochaine, je procrastine, eh bien, vous perdez 5% en fait, de votre future rente de retraite. Mais vous ne la perdez pas pour la première année, vous la perdez à vie. Voilà, pendant 25, 30 ans, 35 ans. Donc, ça veut dire que, moralité, plus j'épargne tôt et plus ma retraite complémentaire sera élevée.
Donc, c'est important de ne pas différer ce type de sujet parce qu'une année cotisée, eh bien, c'est une année de gagner pour votre retraite. Alors, l'inquiétude par rapport à ça, les statistiques, c'est effectivement de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui sans attendre. Et pourtant, il y a donc 8 Français sur 10 qui pensent qu'ils auront une retraite insuffisante. Pourtant, il y a 50% de Français qui n'épargnent pas. Et il n'y a que 2% effectivement de Français qui ont mis en place en fait, un système par capitalisation. C'est une exception hein, parce que beaucoup de pays européens et même en dehors dans les pays développés ont mis en place ce système par capitalisation précisément pour faire face effectivement à la pénurie des rentes de retraite des régimes obligatoires. Donc il est urgent d'agir, il est crucial d'épargner pour un produit d'épargne retraite adapté. Alors heureusement, donc il existe deux solutions distinctes qui peuvent être complémentaires pour les indépendants. Donc la première, ce sont ce qu'on appelle les contrats Madelin. Donc ce sont des contrats retraite, d'épargne retraite pour les professions indépendantes, libérales, chefs d'entreprise. Elles ont la possibilité donc de cotiser dans un produit d'épargne retraite qui permet effectivement de déduire les cotisations du bénéfice imposable dans une certaine limite, mais avec des plafonds voilà, suffisamment élevés pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Et puis l'autre solution, c'est la solution pour les particuliers, c'est-à-dire le versement d'épargne dans un produit d'épargne retraite dédié. Et en fait, ces versements sont déductibles du revenu global dans la limite de 10% de vos revenus professionnels de l'année précédente ou du plafond Sécu de l'année 2020. Voilà. Bon, en l'occurrence, 4 052 €. Voilà. L'avantage, c'est que les indépendants peuvent cumuler les deux systèmes, puisqu'ils peuvent à la fois, par leur activité, avoir une épargne retraite et, en tant que particulier, bénéficier du contrat PERP. Alors, le PERP, en fait, il a été revu récemment dans le cadre de la loi Pacte, et donc aujourd'hui, il s'appelle le PER. L'avantage du PER, donc pour les particuliers, c'est qu'il comporte plus de flexibilité en cours de vie du contrat et à la retraite. Donc, pendant la phase de constitution, vous pouvez effectivement faire un rachat exceptionnel avant la retraite pour financer l'achat de votre résidence principale, par exemple. Et puis, à la retraite, vous avez le choix entre rente viagère, complément de retraite, là, il n'y a pas de changement de ce côté-là, ou une sortie en capital, ou un mix des deux. Voilà. Donc, en fait, les PERP ou Madelin, alors, ce qui est bon à savoir, c'est que les anciens PERP de mauvaise facture, que vous pouvez avoir conservé de banque assurance et autres, ou les vieux contrats Madelin dont vous ne vous servez plus parce que vous avez arrêté votre activité d'indépendant, peuvent être transférés dans un nouveau PER. À ce moment-là, effectivement, les droits pourront être pris dans le nouveau PER. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ça a du sens de pouvoir effectivement changer de véhicule d'épargne pour utiliser le véhicule d'épargne le plus adapté à votre nouvelle situation. Alors, un exemple, comment fonctionne le PERP? Bien, vous versez donc 5 000 € en 2020. Donc, en fonction de votre tranche marginale d'imposition, eh bien, vous allez pouvoir économiser à 30% d'imposition, donc 1 500 €, à 41% d'imposition, 2 050 €, à 45% d'imposition, 2 250 €. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi utiliser vos anciens plafonds. Donc, si vous versez effectivement au titre de 2007, 2018, par exemple, et 2019, donc 5 000 €, eh bien, vous triplez, on va dire, votre économie d'impôt entre 4 500 et 7 550 € selon votre tranche marginale d'imposition. Donc, on voit effectivement que, en fait, les pouvoirs publics participent donc à cet effort d'épargne pour vous inciter à préparer votre retraite. Donc, comment ça se passe? En 2020, vous versez 5 000 €. Il y a une déclaration fiscale qui part à votre administration fiscale. Vous déclarez vous-même l'épargne de 2020. L'administration fiscale va calculer l'épargne que vous avez versée en 2020 et va en déduire effectivement les plafonds disponibles en 2021. Donc, elle va faire un récap. Et en juillet 2021, elle va vous dire, écoutez, grâce à vos 5 000 € d'épargne 2020, je vous restitue entre 1 500 et 2 250 € sous forme de baisse d'impôt sur 2021.
Donc, c'est en fait un système très intéressant parce que je ne connais pas beaucoup de systèmes qui permettent de faire une plus-value comprise entre 30% et 45% chaque année. Voilà. Sachant que, effectivement, c'est récurrent chaque année. C'est-à-dire chaque année de votre vie professionnelle, vous pouvez déduire 10% de vos revenus. Donc, en résumé, les 5 bonnes raisons de souscrire donc un contrat de capitalisation de type PER. Donc, c'est la déductibilité à l'entrée. Donc, ça permet effectivement d'épargner tout en réalisant des économies d'impôt, d'optimiser son impôt à la baisse. Voilà, une liberté aussi à la sortie. Donc, voilà, vous pouvez sortir en rente ou en capital. Vous décidez de ce que vous faites de votre épargne. Vous pouvez effectivement avoir une disponibilité anticipée si vous voulez acquérir votre résidence principale. Après, en cas de coup dur, par exemple, vous êtes en chômage fin droit, vous pourrez aussi récupérer, par exemple, cette épargne ou si vous êtes effectivement en cessation d'activité. Et puis, vous bénéficiez aussi de conditions avantageuses de placement d'épargne avec une gestion pilotée, c'est-à-dire qu'avec des vrais financiers qui s'occupent de votre épargne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui permet donc de générer des intérêts élevés et de faire en sorte de créer un effet de levier sur votre épargne, ce qui va vous permettre de constituer, on va dire, un capital suffisant pour partir en retraite. Voilà. Et puis la simplicité d'utilisation et de fonctionnement de ce support d'épargne, puisque effectivement, c'est un réceptacle qui sert pour toute votre épargne retraite. On va aborder un dernier volet très rapide. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait partie de la prévoyance, mais c'est quand même un petit peu à part. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas si vous savez, donc, le marché de l'assurance emprunteur a été ouvert à la concurrence en janvier 2018. Pourtant, peu de choses ont changé depuis, puisque 85% des banques continuent, on va dire, à monopoliser, on va dire, les assurances emprunteurs. Pourquoi? Parce que 80% eh bien, des assurés, des clients des banques, en fait, n'osent pas changer donc d'assurance emprunteur ou ne veulent pas le faire pour ne pas faire de peine à leur banquier ou parce que c'est trop compliqué. Donc, ils laissent ce sujet de côté. Ce qui est très fort dommage, puisque ça peut générer effectivement des économies très substantielles sur la durée. Alors, ça dépend effectivement de la durée d'emprunt, ça dépend du montant de l'emprunt, de votre âge, mais ça peut être effectivement une source d'économie pour mieux maîtriser votre budget familial demain. Alors, grâce aux économies réalisées avec votre assurance emprunteur renégociée, vous pouvez aussi optimiser, on va dire, la répartition des couvertures d'assurance et aussi des garanties. Par exemple, dans ce cas de figure, monsieur gagne plus effectivement que madame. Or, pourtant, la quote-part est de 50-50. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, si monsieur décède, eh bien, il y a une quote-part payée par l'assurance de monsieur qui va revenir à madame. C'est-à-dire que madame n'est pas complètement protégée sur la quote-part de monsieur. Voilà. Donc, l'idée, ce sera peut-être effectivement d'augmenter les quote-parts à hauteur de 60-75% ou 100% de la quote-part du conjoint qui gagne le moins pour pouvoir le protéger intégralement. C'est-à-dire que si effectivement le conjoint qui gagne le plus vient à disparaître, le conjoint survivant, lui, de son côté, pourra, on va dire, envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et donc se retirer l'épine dans le pied, ne plus avoir à se soucier de rembourser cet emprunt jusqu'au terme, surtout s'il reste encore 15-20 ans à rembourser. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les garanties des banques assureurs sont souvent de piètre qualité, de qualité assez médiocre. Donc, c'est aussi l'occasion de renforcer donc, vos garanties d'assurance emprunteur par de meilleures garanties. Donc, des meilleures garanties, c'est meilleure couverture en décès, meilleure couverture en arrêt de travail, notamment en arrêt de travail partiel, ce qu'on appelle le mi-temps thérapeutique, qui est très mal couvert par les banques et les autres assureurs. Également, l'invalidité. C'est-à-dire, effectivement, si vous êtes invalide, vous n'aurez plus à vous préoccuper de savoir comment vous allez rembourser votre prêt, surtout si vous avez une baisse de revenus. Voilà. Donc, c'est ces questions-là, effectivement, qui se posent au moment de la renégociation. Et donc, c'est ces marges de manœuvre qui vous permettent d'optimiser à la fois vos finances et vos garanties.
Voilà, nous avons terminé pratiquement donc cette présentation. Donc en fait, vous avez la possibilité de préparer votre avenir et donc d'accompagner donc votre avenir avec un réseau de proximité qui est donc AXA, puisque moi je travaille en partenariat avec AXA, qui est la première marque mondiale d'assurance de personnes. Il faut savoir qu'AXA en fait a l'expérience la plus importante en matière d'assurance de personnes en France depuis environ une soixantaine d'années. Et puis, ils ont aussi la surface financière la plus importante, puisque effectivement, ils ont des actifs financiers qui couvrent plus de 2 fois, on va dire, leurs engagements. Donc, c'est une sécurité pour les assurés et pour les épargnants de récupérer donc, leur épargne dans tous les cas de figure. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère effectivement que ces sujets importants qui sont souvent pas abordés parce que ce ne sont pas effectivement les sujets les plus faciles, auront été utiles pour vous faire réfléchir effectivement à un certain nombre de cas de figure. Et puis aussi, vous donner envie de pouvoir étudier votre propre situation, donc par l'établissement d'un bilan personnalisé. Et donc pour cela, écoutez, vous pouvez effectivement me contacter, ne pas hésiter effectivement à prendre rendez-vous dès maintenant pour qu'on puisse regarder ensemble comment effectivement traiter tel ou tel sujet qui vous tient à cœur par rapport à votre situation qui vous est propre. Voilà, je reste ouvert aux questions qui peuvent se poser. Je laisse peut-être la parole donc, à Rosemary qui peut-être va vouloir déjà poser les 2-3 premières questions qui ont déjà été reçues. Oui, merci. Merci pour votre conférence. Très bien. Bravo. Hein. Vous êtes vraiment expert avec tous ces sujets que c'est pas évident. Nous avons reçu par mail des questions et je peux vous poser la première? Oui. C'était d'Eduardo, je crois qu'il est présent. C'est comment faire et à partir de quel âge est-il possible pour valider des périodes travaillées au Brésil? Est-il cumulable avec des périodes travaillées dans d'autres pays? Alors, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'il existe des accords binationaux. Donc, déjà, l'accord binational entre la France et le Brésil, qui est un accord qui a été revisité de mémoire en 2011. Donc, en fait, il existe un dispositif de réciprocité entre les systèmes de protection sociale français et brésiliens et français. Donc, par exemple, si on ne prend que le sujet de la retraite, eh bien, vous avez peut-être effectivement cotisé à l'INSS brésilien pour la retraite de base. Alors, pour la retraite de base du système brésilien, en fait, il vous faut, pareil, une durée de cotisation minimum qui doit être de mémoire 25 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes, avec possibilité de partir dès 48 ans pour les femmes et 53 ans pour les hommes. Après, effectivement, selon votre âge, eh bien, ce sera à vous de vous décider si vous voulez effectivement liquider donc, votre pension de retraite en France ou au Brésil. Donc, si vous voulez effectivement liquider votre pension de retraite, vous avez habité par exemple en France et vous voulez liquider votre pension de retraite au Brésil, il faudra que vous puissiez utiliser donc les relevés de retraite français pour les apporter à votre caisse INSS au Brésil pour qu'ils puissent comptabiliser les trimestres cotisés ou assimilés pour faire la péréquation de calcul pour estimer, évaluer, on va dire, votre niveau de retraite au Brésil. Et à l'inverse, si vous êtes établi en France et que vous voulez donc liquider votre retraite en France, eh bien, il faudra utiliser les relevés de retraite cotisés ou assimilés au Brésil auprès de l'INSS et les fournir à votre caisse de retraite française pour que la caisse de retraite française puisse faire la péréquation pour voir le nombre de trimestres, par exemple, que vous atteignez avec les mois de cotisation, puisque avec l'INSS, en fait, on raisonne en mois et non pas en trimestre. Donc, le nombre
de mois convertis en trimestres pour voir si vous arrivez au taux plein pour estimer si effectivement on peut vous régler une retraite à taux plein et à quel âge effectivement vous pouvez prendre votre retraite en France. Ok. Nous avons d'autres questions qui, elle a demande comme ça. C'est Marlène Oliveira. Oui. Et elle a dit une personne qui a pris sa retraite au Brésil. Elle a cotisé pendant 30 ans et qui a travaillé en France pendant 14 ans. Peut-elle également demander sa retraite en France pour ce qu'elle a cotisé en France? Alors, malheureusement, non. Et en fait, ça renvoie donc aux accords bilatéraux franco-brésiliens. C'est-à-dire que, en fait, comme je l'indiquais précédemment, il faut établir un choix, en fait. Donc, soit vous choisissez effectivement le système de retraite brésilien, soit le système de retraite français. Donc, l'un peut compléter effectivement la période de cotisation de l'autre, mais vous ne pouvez pas bénéficier effectivement des deux en même temps. D'autant plus qu'elle, elle est déjà en retraite. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle a déjà établi, opéré en fait son choix. Donc, elle a déjà choisi le système brésilien. Donc, malheureusement, je ne sais pas si les 14 années de cotisation en France ont servi pour le calcul de sa retraite au Brésil, mais en tout cas, ils ne pourront pas être utilisés pour une seconde rente de retraite en France. Ok. Bon, il n'y a pas de questions au chat. Je ne sais pas si si le participant veut poser quelques questions. Eu abri o meu microfone. Oui. Posso fazer a pergunta, então, aqui mesmo. Oui, bien sûr. Então, muito obrigada, foi ótima a sua apresentação, bem extensa, muito, bem detalhada. Realmente, não pensei que tantos sujeitos importantes fossem ser abordados. Cláudia, en français. Ah, pardon. Bonjour, bonjour, merci beaucoup pour votre expo. C'était vraiment intéressant. Plusieurs sujets abordés. Donc, vraiment intéressant. Ma question concerne ma retraite. Je suis dans les cas de figure comme plusieurs personnes qui sont expatriées en France, j'imagine. Moi, donc j'ai cotisé ma retraite pendant 19 ans au Brésil. C'était pas les INSS, c'était une caisse de retraite d'avocat qui n'existe plus, mais j'ai tous les documents à valider. D'accord, ils sont tous validés, ils ne sont pas forcément comptés par trimestre, mais j'ai tous les années validés comme cotisation. Donc, bien évidemment, moi, j'étais déjà salarié en France et après, j'ai des années, j'ai cotisé pour la CNBF et je suis avocat. Et donc, moi, je ne m'en sors pas du tout avec ça. C'est une vraie salade. Personne ne me répond. Même la CNBF ne peut pas me répondre pour valider mes trimestres. Bon, voilà, donc, si vous avez tous vos justificatifs, je appelle à vous, alors. vous pourrez effectivement les apporter à la caisse française de retraite, à la CNAV, votre NAV dont vous dépendez, pour pouvoir comptabiliser effectivement vos périodes cotisées. La CNAV alors. D'accord, Oui. parce que la CNBF, c'est trop compliqué pour eux. La caisse des avocats, je n'ai pas eu de réponse. Je pense qu'ils ne savaient pas comment répondre. Alors, donc, juste une autre précision, vous avez déjà vu? Oui? Non, je vous écoute. Allez-y, terminez, je vous en prie. Est-ce que vous avez déjà traité de dossiers franco-brésiliens dont la cotisation n'était pas forcément les INSS? Pas directement, mais normalement, c'est pour ça qu'il existe cet accord franco-brésilien de réciprocité. C'est pour prendre en compte effectivement les droits cotisés des régimes respectifs de chaque pays. Donc logiquement, l'accord devrait effectivement permettre de prendre vos droits brésiliens pour calculer vos droits à la retraite français. Très bien. D'accord. Merci. Je vous en prie. Laurent, j'ai une question. Oui. C'est de Humberto Garino.
il demande quels sont les facteurs ou critères à prendre en compte pour décider dans quel système à liquider sa retraite. Quel facteur? En fait, c'est un peu le système qui vous guide, parce que vous avez vu que le système vous met des contraintes ou des incitations, ou au contraire des désincitations. Donc, moi déjà, je demanderai à chacun de faire de demander un récapitulatif de carrière à la CNAV et à l'ARCO et à la GIRC, pour ceux effectivement qui sont salariés, et puis à leur caisse de base et complémentaire professionnelle s'ils sont indépendants, pour pouvoir faire un point déjà par rapport à leur durée de cotisation et voir effectivement vers quoi ça va les amener. Et à partir de là, ils vont pouvoir se faire une idée pour commencer à réfléchir un petit peu au sujet. Alors, ce qui va se passer pour ceux qui vont partir au-delà de 5 ans, c'est qu'ils vont partir avec un système complètement à points. Et donc, ce système à points va sûrement évoluer dans le temps. On n'a pas encore le détail, effectivement, de ça. Par contre, ce qui est une certitude, c'est que malheureusement, les retraites des régimes obligatoires vont continuer à baisser. Alors, je ne vous cache pas que la situation financière des caisses de retraite générales, donc Sécurité sociale, ARCO, AGIRC et un certain nombre de caisses professionnelles sont plus que préoccupantes. Je ne cherche pas effectivement à être alarmant, mais simplement, dans la période actuelle où on vit, il y a un vrai problème de financement en fait, de ces caisses. Donc, on ne sait pas comment vont être financées les retraites au-delà de 2030. Donc, en fait, il y a 3 leviers pour le gouvernement à actionner pour retrouver une solution, pour retrouver donc, un équilibre financier. C'est soit, on va dire, augmenter les cotisations donc, des entreprises et aussi des salariés, reculer l'âge de la retraite, ce qu'ils ont fait régulièrement. Et à mon avis, je pense que ça va être la solution qui va être privilégiée pour éviter d'atteindre des montants de cotisation stratosphériques sur les feuilles de paye. Et puis le dernier, qui est par contre la mesure repoussoire, qui ne vont pas faire ou de façon déguisée, c'est de diminuer les pensions de retraite de façon directe, frontale. Ça, ils vont éviter de le faire pour éviter effectivement de générer un mécontentement généralisé et mettre 3 millions de personnes dans la rue. Donc, en fait, par rapport à cette situation, il y a tout intérêt à constituer une épargne de précaution pour la retraite dès que c'est possible de le faire. Alors, c'est vrai que c'est moins facile de le faire quand on a 55 ans parce que il faut mettre les bouchées triples et c'est pas évident si on n'a pas les ressources nécessaires ou la capacité d'épargne pour le faire. C'est pour ça que moi, j'encourage vivement à ceux qui aujourd'hui démarrent leur activité professionnelle à 25 ans pour le faire tranquillement, à leur rythme, cool, en mettant effectivement 100 € par mois plutôt qu'effectivement de devoir mobiliser des montants importants qui n'auront pas forcément tout le temps et qui va créer effectivement des trous, on va dire, de montants de retraite à la retraite parce qu'ils n'auront pas pu épargner autant qu'ils auront voulu parce qu'ils ne se sont pas préoccupés suffisamment tôt. Ok. Je ne sais pas si Monsieur Salen, vous voulez poser une question? Parce qu'un micro. Oh non, on ne vous entend pas. Non. Ah oui, Là, c'est maintenant bon. ça va. Oui. Ça ne concerne pas vraiment le système de retraite, mais la sécurité sociale. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre sur ces points. Comme consul du Brésil, consul honoraire du Brésil ici dans la région de Toulouse et région Occitanie, j'ai pas mal de questions sur des couples, que ce soit français ou retraités, hein, ou même des couples brésiliens qui veulent soit revenir au Brésil, soit changer de pays, notamment le Portugal par exemple, pour passer leur retraite là-bas. Et souvent ils me demandent si je suis au courant sur le régime de sécurité sociale, s'ils seront protégés là-bas autant qu'en France, puisque la retraite a été prise en France.
Et la cotisation aussi, les régimes sociaux, de protection sociale a été fait ici. Est-ce que, par exemple, s'ils partent au Portugal ou un autre pays j'ai 3 couples qui partent au Portugal, qui veulent partir au Portugal d'ici 2021. D'ailleurs, c'était un peu 2020, mais ça a été freiné par la pandémie, donc ça a été repoussé en 2021. Oui. 3 couples pour le Portugal, un couple pour l'Italie, et un couple ou 2 pour le Brésil, mais il y a aussi des Français qui veulent partir au Brésil pour passer leur retraite là-bas. Et la question est, est-ce qu'ils auront une protection sociale, un régime social qui protège, par exemple, contre les maladies ou une chirurgie, ou je sais pas, dans ce sens-là. Alors, Est-ce qu'ils peuvent bénéficier, étant sur place, du régime au Brésil ou au Portugal? Au Portugal, je ne sais pas, mais ouais, on va poser la question pour l'Europe et les Brésil. d'accord. Alors, s'ils liquident leur pension de retraite en France, ils peuvent se faire payer effectivement leur pension de retraite dans un pays étranger, ça, c'est pas un souci. Sur le reste de la protection sociale, en fait, si les gens sont juste en fait en séjour, je dirais de courte durée, ils ont toujours la possibilité de se faire rembourser en France de frais de soins établis à l'étranger. Par contre, effectivement, s'ils déplacent leur lieu de résidence dans un pays étranger, soit effectivement, à ce moment-là, ils s'inscrivent pour bénéficier du régime de protection sociale local, par exemple le régime social portugais, ou sinon, ils peuvent effectuer le choix de souscrire une garantie auprès de la CFE, donc la Caisse française des étrangers. D'accord. Et donc, mais est-ce que la retraite paye ça, ou il faut payer encore une cotisation de leur poche? Non, parce que la retraite, ça ne va pas vous donner des cotisations sociales gratuites. C'est-à-dire que ça peut, effectivement, vous avez des cotisations sociales que vous avez en France, mais c'est vrai que si vous sortez de France, vous conserverez ces cotisations sociales françaises et vous devrez en plus vous acquitter d'autres cotisations sociales. D'accord, donc ça va coûter de l'argent pour, par exemple, Ça un va couple coûter un qui petit part peu au plus. Brésil. Voilà, ça va coûter un petit peu plus d'argent, mais pour une meilleure sécurité, on va dire, au niveau effectivement des remboursements frais de soins. D'accord. C'est ça, c'est Alors, une question récurrente. Hein. oui, de plus en plus, effectivement, on voit des Français ou des Brésiliens partir en retraite au Portugal, donc la question revient assez Portugal, régulièrement. Italie, les 3 pays, c'est Portugal, Italie, C'est Brésil. vrai, tout à fait. Dans mon cas. Hein. Voilà, Exactement. merci beaucoup. Exactement. Bon, merci Laurent. Alors, juste une dernière chose. Quelqu'un avait posé la question de savoir si c'était possible de continuer à cotiser en France en cas d'arrêt de travail à l'étranger, n'étant pas expatrié, c'est-à-dire avec un contrat local, soit au Brésil, soit dans un autre pays. Donc la réponse est oui. Donc dans le prolongement de la réponse que je viens de faire, vous pouvez souscrire des garanties de cette nature auprès de la Caisse française, donc la CFE des étrangers. Ok. Ok. On a avancé un peu plus de temps. Oui, c'est ce que je vois. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est justement c'est la partie de tout le monde, je crois, qui part quand même avec encore quelques questions personnelles, mais chacun son cas. Et Laurent a laissé ses coordonnées. N'hésitez pas de le contacter directement parce que c'est important vraiment de trouver un bon conseiller pour nous accompagner dans cette démarche. Merci infiniment pour tous. Merci pour accompagner nos événements et à bientôt. La semaine prochaine, nous sommes en train de programmer d'autres webinaires très, très intéressants. Merci à vous toutes, à vous tous. Merci pour votre accueil. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt à tout le monde. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao.